grand Khalil. Merci à Michael d'avoir démarré l'enregistrement. Donc, Michael est docteur en psychologie et médecin très large, très diversifié, hein. Et nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui a les psychologies, coaching, euh, travaille sur les techniques cognitives et comportementales, psychologie stoïcienne et systémique. Sincèrement, en parcourant ta biographie, Michael, et en visitant un peu les sites et écoutant tes audios, tes conférences, je suis bluffé, tout simplement. Un grand chercheur, un grand militant pour le coaching, dans le management, dans la psychologie, dans la thérapie. Vraiment une très bonne combinaison. Chercheur, formateur au niveau de Dauphine PSL, euh, dirigeant d'un cabinet CRISIP, ça, et auteur de plusieurs livres, notamment un manuel de coaching comportemental et voilà, et un manuel aussi changer et coacher avec le modèle des matrices cognitives. Un cabinet très, très étoffé, j'ai vu les profils, j'ai vu les thèmes de recherche, notamment qui a introduit l'intelligence artificielle dans l'accompagnement et dans le coaching. M. Pichat est aussi présent au Maroc. Il co-dirige le certificat de la promo HM à Casablanca au niveau de l'exécutif coaching Dauphine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons convenu d'une heure et demie, hein, les amis, rester jusqu'à 20h30, 20h40. Un déroulé très riche, hein, que notre invité va nous expliquer. Merci encore une fois et à toi la main, Michael. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à nouveau à Nada pour son intercession et merci à tous d'être présents ce soir. Alors, je vais vous présenter une méthode dont vous avez déjà entendu parler ou que vous connaissez peut-être, qui est la méthode centrée sur les solutions et les compétences. Cette méthode extrêmement opérationnelle, on peut la positionner simultanément dans trois référentiels théorico-pratiques en psychologie. Premièrement, on peut la positionner dans le champ de la systémie, parce que d'ailleurs, elle a été développée par De Shazer, qui était un des, on va dire, un des pères fondateurs de la mouvance Palo Alto en systémie. Alors, en systémie, parce que la méthode centrée sur les solutions et les compétences, elle elle génère un recadrage, et c'est pour ça qu'elle est systémique, ou pleinement systémique. Elle génère un recadrage du storytelling que nous produit le coaché, storytelling du coaché qui consiste à nous dire, je suis face à nous dire et à se dire à lui-même, je suis face à une difficulté et il m'est impossible de dépasser cette difficulté. Ça, c'est le cadrage de départ. Et comme on va le voir, la méthode centrée sur les solutions et les compétences, elle génère un recadrage parce qu'elle fait partir de ce cadrage initial que je viens de vous indiquer pour amener le bénéficiaire à un autre cadrage qui est, contrairement à ce qu'il dit et pense initialement, il existe une solution en l'occurrence qui est déjà présente. Donc, cette approche, elle est dans le paradigme systémique, mais elle est également dans le paradigme de la psychologie positive parce elle relève d'une centration ou d'une recentration extrêmement forte sur ce qui fonctionne afin de le pérenniser et de l'intensifier. Ça,
c'est la définition de la psychologie positive. Donc, à ce titre, cette méthode, c'est complètement une méthode également de psychologie positive. Et enfin, c'est une méthode qu'on peut positionner dans le paradigme de la psychologie comportementaliste parce que c'est une méthode, on va le voir également, qui est extrêmement centrée sur l'action ici et maintenant et extrêmement centrée sur la prescription d'action immédiate face à la difficulté. Donc voilà, méthode, pour résumer, qu'on peut simultanément positionner dans trois référentiels majeurs de la psychologie. La systémie, premièrement, la psychologie positive, deuxièmement, l'approche comportementale, troisièmement, et à chaque fois pour les raisons que je vous ai sommairement indiquées. La méthode centrée sur les solutions et les compétences, elle postule de façon assez paradoxale, elle affirme que le but d'une séance, ce n'est pas de résoudre le problème, c'est autre chose, c'est d'activer la solution en considérant qu'elle est déjà là. Autrement dit, elle affirme, elle postule qu'il n'est pas indispensable, cette approche, elle postule qu'il n'est pas indispensable d'en savoir beaucoup sur le problème pour le résoudre. Semble paradoxal ce que je dis. Elle postule, elle va plus loin, elle postule même que l'intervention peut être bloquée par trop d'informations sur le problème et pas assez sur la solution. Autrement dit, dans la logique, on va dire, constructiviste qui est la sienne, cette approche, elle postule que si on donne trop d'importance au problème, eh bien, il va prendre encore plus d'importance. Donc, d'un point de vue technique, ces postulats que je viens de vous mentionner, ils se traduisent par le fait qu'on ne va pas questionner, dans le cadre de cette approche, on ne va pas questionner ou trop questionner le problème, mais au contraire, se focaliser, s'hyper-focaliser sur les solutions et les objectifs. Et donc, on va toujours mettre l'accent, dans le cadre de cette approche, surtout pas sur le problème, surtout pas sur ce qui dysfonctionne, mais au contraire sur ce qui fonctionne, sur l'avenir, sur les solutions. Je vous cite De Chaser, le fondateur de cette approche, qui nous disait « Si ce n'est pas cassé, ne réparez pas. Une fois que vous savez ce qui marche, faites-le plus. Si ça ne marche pas, ne recommencez pas, faites autre chose. » Donc, d'un point de vue technique, cette approche, elle va mettre en place un questionnement qui ne porte surtout pas sur pourquoi ça dysfonctionne et comment ça dysfonctionne, mais au contraire sur qu'est-ce que vous faites lorsque ça fonctionne. Qu'est-ce que vous faites pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que vous faites pour que ça fonctionne malgré tout? À nouveau, une défocalisation systématique du problème pour se refocaliser systématiquement sur la solution, sur ce qui fonctionne déjà. Alors, suite à ce premier temps d'introduction, je vais vous présenter, on va dire de façon très technique, cette méthode centrée sur les solutions et les compétences. Je vais vous partager une fiche outil qui, sous forme d'un process, présente de façon très structurée cette méthode. Je vais partager mon écran et cette fiche outil, elle va vous être repartagée dans le fil de discussion. Est-ce que vous voyez bien, est-ce que vous voyez bien mon partage?
Levez la main si c'est le Oui, oui, cas. c'est bon, Oui, oui. Oui, oui. c'est bon. Parfait. OK. Première étape de la méthode, l'initialisation. C'est le début de la séance qui se traduit par quel est l'objectif? Quelle est la difficulté sur laquelle vous voulez travailler? Alors, je vais être un peu plus précis. Deux cas différents possibles d'initialisation, de démarrage, de déclenchement de cette méthode. Premier cas, on peut qualifier de from scratch. Bonjour monsieur le coaché, sur quoi vous voulez travailler aujourd'hui? Deuxième cas possible de déclenchement, en séance précédente, vous avez prescrit en interséance des actions à réaliser. Eh bien, vous utilisez cette méthode pour débriefer la réalisation ou la non-réalisation de ces prescriptions antérieures que vous avez faites. Deuxième étape, le coaché, j'allais dire, joue son rôle de coaché, c'est-à-dire qu'il réalise une description de la difficulté. Description de la difficulté qui va se traduire par le fait de passer du temps à dire comment les choses dysfonctionnent, pourquoi elles dysfonctionnent, en nous expliquant que c'est pas normal, c'est grave, c'est injuste, c'est inadmissible, c'est la faute de telle personne, c'est la faute de l'organisation, ça sera comme ça sera toujours comme ça, il n'y a pas de solution. À nouveau, le coaché, j'allais dire, en faisant ça, il est focalisé sur le problème et il joue son rôle de coaché. Troisième moment, troisième étape, l'empathie. Là, on repasse au coach. L'empathie, dans sa double dimension, telle que définie par Carl Rogers notamment, l'empathie cognitive, qui est le fait de signifier à l'autre, au coaché, que l'on imagine, que l'on comprend ce qu'il se dit à lui-même face à cette difficulté, et l'empathie émotionnelle qui consiste à signifier au coaché que l'on comprend, que l'on peut imaginer ce que ça lui fait vivre de négatif au niveau émotionnel. Donc, pour résumer, l'empathie, c'est je comprends ce que vous devez vous dire à vous-même et ce que vous devez ressentir face à cette difficulté. Cette étape 3, l'empathie, elle est importante et elle a une double fonction. Première fonction, on est dans le cadre d'une relation humaine, qu'on utilise cette technique dans un cadre de coaching, de développement personnel, de psychothérapie ou même de management. On est dans le cadre d'une relation humaine, l'empathie, c'est le b.a.-ba de la relation humaine face à l'autre qui est en difficulté. Bien évidemment que c'est indispensable de faire montre d'empathie. Deuxième fonction de l'empathie, elle va créer une alliance. Elle a pour fonction de créer une alliance qui est importante pour préparer l'étape suivante, l'étape 4, où on va commencer le recadrage et le challenge et la confrontation du bénéficiaire. Mais pour que ce recadrage et ce challenge du bénéficiaire en étape 4, il soit acceptable pour le bénéficiaire qui est en difficulté, cette étape préalable 3 d'empathie, elle a toute son importance. C'est parce que je suis dans une relation empathique et que je crée l'alliance que je vais pouvoir challenger ensuite. Étape 4, le cadrage. Cadrage qui positionne notamment à nouveau dans la systémie cette approche. Cadrage qui va consister en le fait que le coach va indiquer au coaché que plus on décrit les difficultés et plus elles existent. Et qu'au contraire, plus on parle des solutions et plus elles vont devenir réelles. En lui signifiant
en lui affirmant que, contrairement à ce qu'il dit et pense, il connaît déjà des solutions, il a déjà des solutions à sa disposition, et que ces solutions, on va travailler ici maintenant à les identifier pour les réappliquer ici et maintenant face à la difficulté. On passe à l'étape 5, le langage solution. Le langage de solution, il a pour fonction de défocaliser du problème. Il a pour fonction de générer un recadrage, à nouveau un recadrage qui vise à faire passer le coaché d'un cadrage de type il n'y a pas de solution face à ce problème, à un nouveau cadrage qui est si en fait il y a des solutions à ce problème, elles sont dans mon expérience, elles sont disponibles, je peux les identifier et je peux les réactiver ici et maintenant. Plusieurs techniques possibles pour le langage solution. On n'en choisit qu'une seule à chaque fois. Première technique possible, premier geste verbal possible, la désessentialisation, qui est à mobiliser pardon, lorsque, tout particulièrement, le coaché nous présente le problème comme étant quelque chose d'éternellement négatif. Désessentialisation qui consiste à dire, par exemple, vous êtes actuellement stressé. C'est le côté actuellement qui constitue la désessentialisation. Donc, face à un bénéficiaire qui dit c'est comme ça, c'est toujours comme ça sera donc éternellement négatif. La désessentialisation, elle consiste à signifier que non, c'est actuellement comme ça. Deuxième geste possible, la normalisation, particulièrement pertinente lorsque le bénéficiaire insiste, lorsqu'il parle du problème, sur ses faiblesses personnelles à lui. La normalisation, elle vise à produire un discours du type, elle produit un discours du type, vous vivez des difficultés normales d'êtres humains normaux. Troisième geste possible, la relativisation, particulièrement pertinente lorsque le bénéficiaire parle du problème avec beaucoup d'absolu, des jamais et toujours. La relativisation, elle va consister à reformuler ce qui vient d'être dit par le coaché lorsqu'il décrit le problème avec des termes non plus absolus, mais des termes relatifs. Jusqu'à maintenant, parfois. La modalisation, particulièrement pertinente lorsque le bénéficiaire insiste sur le fait que le problème est sans solution. La modalisation, elle consiste à dire une phrase de type « Vous pensez qu'ils sont ainsi et que ça ne peut pas changer ». La modalisation, elle fait passer, elle reformule un discours qui dit initialement « Les choses sont comme ça ». Exemple, « Mes collaborateurs sont démotivés » et c'est la réalité, à quelque chose de type « Non, c'est vous qui pensez actuellement les choses de la façon suivante ». La mise au passé, particulièrement pertinente lorsque le bénéficiaire se décrit comme étant engouffré dans la difficulté. La mise au passé, comme son nom l'indique, elle vise à dire une phrase de type « Quand vous vous sentiez auparavant démuni pour ». Elle met au passé le problème qui est présenté comme ultra présent par le bénéficiaire. La généralisation, particulièrement pertinente lorsque le bénéficiaire nous dit que le problème est son problème propre à lui, comme si c'était que lui qui a été concerné par ça. Phrase type de généralisation, vous dites « mon problème de stress », mais en fait, sachez que c'est le problème des gens en général. Et enfin, le recadrage du négatif, lorsque le bénéficiaire décrit le problème en mentionnant beaucoup d'éléments péjoratifs sur lui-même ou sur les autres,
le recadrage du négatif, qui se traduit par exemple par une phrase de type: vous dites que votre collaborateur n'est pas motivé, mais peut-être fait-il de son mieux dans le contexte qui est le sien actuellement. Tous ces gestes-là ont toujours le même dénominateur commun, qui est à nouveau de générer un recadrage. C'est-à-dire que ce ne sont que des façons différentes, ces différents gestes que je viens de vous mentionner, ce ne sont que des façons différentes de faire toujours la même chose, c'est-à-dire le recadrage, c'est-à-dire faire passer le bénéficiaire d'un état mental de type il n'y a pas de solution au problème à un nouvel état mental de type si la solution la solution est possible, la solution est présente. Ou autrement dit, ça fait défocaliser du problème le bénéficiaire pour commencer à le focaliser sur la solution. Le coach vient de faire l'étape 5, langage solution. Il passe maintenant à l'étape 6, recherche de solution. Cette étape de recherche de solution, on va le voir, elle est particulièrement euh, centrée dans la psychologie positive parce qu'elle refocalise sur la solution. La fonction première de l'étape 5 qu'on vient de voir, le langage solution, c'est de défocaliser du problème, de prendre de la distance, de commencer à prendre de la distance vis-à-vis du problème. La fonction de l'étape 6, c'est de maintenant focaliser, refocaliser sur la solution. 5 gestes possibles. À nouveau, on n'en fait qu'un à chaque fois. On en choisit un. Premier geste possible, le but. Questionner le but. Ça se réalise en 2 temps. Premier temps, le coach demande face au problème quel est un but viable. Il obtient une réponse. Quel vous semblerait un premier petit but viable? Il obtient une réponse, s'il doit en obtenir une. Et ensuite, le coach dit quelle action de vous ou d'une autre personne a été par le passé de nature à se rapprocher de ce but viable que vous venez de me mentionner. Deuxième geste, l'amélioration, qui se traduit par la question suivante. Quand les difficultés sont moindres, eh bien alors, quelle action vous faites plus ou quelle action est plus faite par les autres et qui facilite les choses vis-à-vis du problème. Troisième geste, l'exception. La question type ici, c'est quelle action de vous ou d'une autre personne de votre entourage professionnel, un collègue, un client, un mentor, pardon, un manager, un collaborateur. Donc, quelle action de vous ou d'autrui est plus réalisée lorsque la difficulté ne se manifeste pas? Les rares fois où la difficulté ne se manifeste pas. Ou on peut le dire aussi en sens inverse, les rares fois où la difficulté ne se manifeste pas, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce qui a été fait juste avant et qui produit cette exception? Quatrième geste verbal possible, l'adaptation. Face à cette difficulté, quelle action de vous ou d'une personne de votre entourage est réalisée pour que les choses restent malgré tout viables, pour que les choses ne s'aggravent pas? Enfin, dernier geste possible, les ressources. Premier temps, là il y a 2 temps. Premier temps, on pose une question de type quelles compétences, quel talent, quelle réussite dont vous êtes particulièrement fier d'une façon générale en tant que, et là on cite sa profession, en tant que manager, on obtient une réponse. Deuxième question, eh bien, ce que vous venez de me répondre là, cette compétence, ce talent, cette réussite dont vous êtes particulièrement fier, comment il pourrait être mobilisé face à la difficulté ici et maintenant?
Donc, si je résume ce qui se passe à l'étape 6, c'est à nouveau de la focalisation sur la solution. C'est-à-dire que ces 5 gestes différents que je viens de vous énoncer font finalement toujours, de 5 façons différentes, toujours exactement la même chose, qui est aller chercher dans l'expérience professionnelle passée des actions du bénéficiaire lui-même, du coaché lui-même ou d'une personne de son entourage, action qui a été dans le passé de nature à faire face efficacement aux problèmes ici présents. Passe à l'étape 7, la réponse du coaché. 2 cas possibles. Premier cas, le coaché refait de la description de la difficulté. C'est-à-dire qu'il ne répond pas à la question qu'on vient de lui poser, il ne nous donne pas une solution, il recommence à faire de la description de la difficulté. Oui, mais le problème, c'est ça, et ça ne pourra jamais changer parce que, et c'est grave, et ça a toujours été comme ça, et c'est de la faute d'un tel, et c'est très difficile à vivre. Bref, il fait de la description de la difficulté, il recommence à faire de la description de la difficulté, c'est-à-dire qu'il recommence à faire ce qu'il a fait dans l'étape 2. Et bien, dans ce cas-là, on retourne à l'étape 3, l'empathie. Donc, on refait l'empathie, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5. On recommence à partir de l'étape 3. Deuxième cas possible, on est ici. Le bénéficiaire répond à notre question. On lui a demandé une solution, il nous donne une solution. On est ici, solution dans l'étape 7. Et bien, dans ce cas-là, on passe à l'étape 8, valorisation. Valorisation de la solution qui vient d'être mentionnée. 2 techniques différentes de valorisation. La première, l'empowerment. Vous venez de me dire cette solution. Vous voyez ce que vous venez de me dire là, ça montre votre capacité à faire face aux difficultés. Empowerment. Notez que l'empowerment a à nouveau très clairement une fonction de recadrage. À nouveau, recadrage qui vise à faire passer d'un état mental de type il n'y a pas de solution à un état mental de type ah si, en fait, il y a des solutions, elles sont présentes dans mon expérience. Et je vais pouvoir les remobiliser ici et maintenant. Deuxième geste possible de valorisation, le compliment. Bravo pour cette première tentative, bravo pour cette première solution que vous m'apportez. OK, on vient de faire l'étape 8, on passe à l'étape 9, opérationnalisation de la solution. Donc là, on a eu une solution. Maintenant, on va lui demander au coaché de l'opérationnaliser, c'est-à-dire de la transformer en action concrète ici et maintenant. 4 gestes verbaux possibles. À nouveau, on n'en fait qu'un seul. On n'en choisit qu'un seul. Le premier, les premiers pas. Vous venez de me mentionner cette solution issue du passé. Quelle est la première chose que vous pourriez réaliser? Alors, pardon, je l'ai mal dit. Quelle est la première chose que vous allez réaliser pour appliquer cette solution? Ça, c'est la méthode premier pas. Notez que j'ai dit quelle est la première chose que vous allez réaliser et je n'ai sûrement pas dit, ou il ne faut sûrement pas dire, quelle est la première chose que vous pourriez réaliser. Pourriez réaliser, ça ouvre la porte à je ne sais pas. C'est du conditionnel, c'est du peut-être. Non, non, dans la méthode centrée solution, on est immédiatement dans l'action, ici et maintenant. Donc on dit quelle est la première chose que vous allez réaliser. Deuxième geste possible, prioritaire. Là, vous venez de me dire une solution issue du passé. Quelle est la première action qui vous semble prioritaire ici et maintenant pour appliquer cette ancienne solution? Troisième geste possible, facile. Vous venez de me dire une solution. Par quoi de facile vous pourriez commencer?
Quatrième geste possible, un grand classique, le comme si. Vous venez de me dire telle solution déjà employée dans le passé. Quelle action vous pourriez faire comme si, alors pardon, quelle action vous allez faire comme si vous maîtrisiez complètement la solution? Ça, cette méthode du comme si, elle est particulièrement pertinente lorsque le bénéficiaire nous dit non, non, mais c'est impossible, je ne sais pas faire, c'est pas possible, je ne suis pas capable, je ne sais pas faire. On lui dit OK, tu ne sais pas faire. OK, tu n'es pas capable de le faire. OK, c'est impossible. Maintenant, moi, la question que je te pose, c'est de faire comme si tu savais faire. J'ai bien compris que tu ne sais pas faire, mais on va faire une pièce de théâtre. Imagine que tu sais faire, qu'est-ce que tu ferais? OK, on vient de faire l'étape 9. On passe à l'étape 10. L'étape 10, donc, la réponse du coaché face à ce qu'on vient de lui dire immédiatement à l'étape précédente, c'est-à-dire l'étape 9. À nouveau, deux cas possibles. Premier cas, un deuxième cas, je commence par le deuxième, il retombe dans la description de la difficulté. C'est-à-dire qu'il nous redit, mais non, c'est pas possible, mais c'est trop compliqué, c'est pas faisable, ça fonctionnera pas. Là, dans ce cas-là, on retourne à l'étape 9. C'est-à-dire qu'on refait l'opérationnalisation de la solution, mais avec un autre geste que celui qu'on a pris juste avant, qui a manifestement pas porté ses fruits. On en a 4 à notre disposition. Premier cas possible, le bénéficiaire nous répond une solution. Alors, pardon, pas une solution, une action de solution. Et bien là, on fait l'étape 8, c'est-à-dire la valorisation, empowerment ou compliment. Et ensuite, on refait l'étape 9, on repasse à l'étape 10, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir 4 actions de solution. Il y a une petite erreur sur ma fiche outil. À l'étape 10, donc pour réponse à gauche, il y a marqué solution. En fait, ce n'est pas solution, c'est action de solution. Dès qu'on a obtenu 3 actions de solution, on estime que c'est suffisant. On passe à la dernière étape, qui est la prescription. Est-ce que vous êtes d'accord pour commencer, même un peu, à mettre ces 3 actions en place dès maintenant? On obtient un oui si on doit obtenir un oui. Et on ressort donc de la séance qui se termine avec la prescription. Et en séance suivante, on va débriefer cette prescription avec exactement cette même méthode. Je m'arrête là pour la présentation de la technique. Je ne sais pas si la fiche outil vous a été partagée. On peut peut-être prendre un moment pour répondre à vos questions et après, je vous ferai une démonstration avec une de nos intelligences artificielles qui est spécialisée dans la conduite de cette méthode centrée solutions et compétences. Merci, Michael. À vos questions, mesdames, messieurs. Merci en tous les cas d'être venus nombreuses et nombreux. Et bonsoir à toutes les personnes qui sont arrivées entre-temps. C'est un petit record que tu es en train de réaliser, Michael. Un grand record, 34 personnes en ce moment. Allez, vos questions, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous voulez, vos questions peuvent par exemple porter sur un point de la méthode que vous voudriez que je reprécise? Moi, j'aurais une question, c'est Sana. J'aurais une question qui n'est pas reliée à la méthode, mais pourquoi vous avez dit au début que ça venait de la systémique? Je ne vois pas la systémique dedans. Est-ce que vous pourriez clarifier ce point? Alors, Qui c'est qui parle, s'il vous plaît? C'est La Sana. parole à Sana. Sana. Oh, vas-y. Voilà, juste présentez-vous. Vas-y. alors cette méthode,
Alors, elle a très clairement été développée dans l'école systémique de Palo Alto par De Chazer. Mais pourquoi elle est systémique? Parce que la systémie euh, se définit par le fait de faire un recadrage et une prescription à 180 degrés. C'est ça la définition, on va dire le cœur méthodologique de la systémie, c'est ça. Recadrage et prescription. Donc, maintenant que j'ai redéfini ce qui caractérise fondamentalement d'un point de vue méthodologique l'approche systémique, je réponds à votre question. Pourquoi cette méthode est une méthode systémique? Parce que elle fait un recadrage et une prescription. Le recadrage, c'est à travers notamment l'étape 5 que je vous ai mentionnée, mais pas que. Euh, euh, Elle fait un recadrage qui consiste à faire passer le coaché d'un cadrage initial qui consiste à penser et à dire il n'y a pas de solution, je ne peux rien faire, c'est impossible, à un nouveau cadrage qui est si en fait il y a une solution, elle est disponible, elle est présente dans mon expérience professionnelle, je peux aller la rechercher et la réactiver ici et maintenant. Donc à ce titre-là, c'est du recadrage, j'allais dire canonique, totale, et c'est aussi de la prescription, parce que, notamment l'étape 11, c'est l'étape de, on vient d'identifier trois actions, et je vous invite à les faire d'ici la fois prochaine. Et ces actions sont bien des actions de solution à 180 degrés, c'est-à-dire diamétralement opposées aux actions initiales qui consistaient finalement à dire il n'y a pas de solution ou à faire des choses contre-productives. Une méthode systémique. Merci. Merci. Je vous en prie. Si personne. Et Yamejda, Pourquoi est-ce que vous. pardon, Ok, Yamejda, tu peux allez-y. reposer ta question en live parce que je n'ai pas trouvé sur le chat, s'il te plaît. Oui, Yamejda. alors bonsoir tout le monde. Merci pour l'intervenant, pour la qualité de la présentation. En fait, c'est un très beau croisement avec le coaching, justement, parce qu'on voit ici les étapes du questionnement avec le respect du processus de réflexion du coaché. Et ma question, c'est par rapport à l'étape où il y a le cadrage, justement, des solutions. Moi, je fais de la liaison avec les biais cognitifs. Est-ce que je peux faire ce parallélisme? Parce que là, on voit que c'est des distorsions cognitives chez le coaché qu'on essaie de remonter en prise de conscience pour qu'il puisse surmonter ces limites, d'aller plus loin et chercher finalement à avoir l'accessibilité aux solutions. Donc la question, est-ce que ce sont des biais cognitifs, autrement Alors, dit? L'étape de recadrage et de recherche des là, vous faites solutions. référence à notamment l'étape 5, le langage de solution, qui donc défocalise du problème pour commencer à refocaliser sur la solution. Donc, je vais répondre finalement à votre question en me centrant sur l'étape 5 qui défocalise du problème et l'étape 6 qui refocalise sur la solution. On peut faire un lien effectivement avec alors, euh, les biais cognitifs ou en tout cas une famille de biais cognitifs qui est celle, on va dire, initialement pointée par Beck et Ellis, qui sont, comme vous le savez, les deux fondateurs de l'approche cognitive et comportementale, les biais cognitifs dits de négativité. Parce que travailler les biais de négativité, c'est défocaliser l'attention euh, 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 du seul négatif pour refocaliser l'attention sur ce qui est aussi fonctionnel. Donc, à ce titre-là, je répondrais totalement oui. Oui, cette méthode-là, de facto, elle travaille sur les biais cognitifs, mais des biais cognitifs d'une nature bien spécifique, qui sont les biais de négativité. Exemple, l'inférence arbitraire, exemple, la surgénéralisation, etc. Il y en a 6-7 de cette famille-là. On pourrait aussi faire des liens avec d'autres types de biais cognitifs là, qui ne sont pas des biais négatifs,
créativité, notamment le biais de disponibilité, le biais de cadrage et même ouais, certains autres biais cognitifs. Donc, réponse très clairement oui pour les éléments que je viens de vous mentionner. Siham, tu as levé ta main? Fatima, allez-y, vous êtes tous les deux avec main levée. Oui, Fatima, allez-y. vous m'entendez? Oui, Oui, oui. Très bien, merci beaucoup pour ce webinaire. Merci, monsieur, pour la présentation. C'est très intéressant. Moi, j'ai deux questions. Quand vous avez parlé au niveau de la partie, vous avez parlé solution, mais avant de parler solution, vous avez énuméré un certain nombre façons de faire et après, vous êtes parti à l'étape solution. Moi, ma question, est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'il pourrait y avoir des liens entre les différentes étapes, à titre d'exemple, si vous avez au niveau de l'étape, là où vous parlez, par exemple, généralisation, dans les solutions, parler de l'option où il y a l'exception, est-ce qu'il y a une exception? C'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait y avoir des ouais, liens entre les façons de faire entre les différentes étapes? Ça, c'est ma euh, première question. La alors, deuxième, je vais déjà répondre à la première question. Oui, on pourrait faire des liens. Euh, oui, on pourrait faire des liens. Après, peut-être que chercher à faire des liens, ça va nous complexifier l'activité parce que finalement, dans l'étape 5, l'étape langage de solution, on va à chaque fois tester des gestes différents et certains gestes vont fonctionner, d'autres vont pas fonctionner. Et donc, euh, si on fait des liens trop forts en disant si j'ai dit ça à l'étape 5, il faut alors que je dise ça à l'étape 6, je pense que ça va nous mettre en difficulté. Donc, euh, je pense qu'on peut faire des liens, mais je ne suis pas certain que, en tout cas au début de notre activité, notre utilisation de cette technique, ça soit pertinent de faire ces liens parce que ça va réduire potentiellement nos degrés de liberté et peut-être nous mettre en difficulté pour une utilisation fluide de cette méthode. Donc, je réponds oui, je pense que c'est tout à fait pertinent ce que vous dites et je pense qu'il ne faut pas le faire au début pour ne pas nous complexifier la tâche. avec des ouvertures pour laisser plus de champs d'investigation, c'est ça. Oui, Donc, c'est ça. C'est que les liens, c'est une très bonne idée, je trouve, parce que oui, on peut faire des liens, mais pour moi, praticien, ça va réduire mes degrés de liberté et donc ça peut me mettre en difficulté, en tout cas, lorsque je commence, lorsque je fais mes premiers pas d'utilisation de cette technique. Merci beaucoup. Et donc, ma deuxième question, et j'étais aussi en train de me demander un peu de mettre la méthode sur un référentiel, et vous avez parlé de l'approche systémique, ma question, c'était, parce que dans la présentation, vous parlez de coacher, est-ce que cette méthode déjà est applicable pour le coaching d'équipe? Et je vois un peu la complexité de la chose dans le sens où au niveau des différentes étapes, il se peut que l'équipe un peu soit part dans tous les sens et il y a il y a, il y a un peu des avis différents, ce qui pourrait rendre la tâche compliquée de son application. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. OK, alors deux éléments de réponse. Déjà, en termes de cadre d'application, cette technique, elle peut s'appliquer aussi bien, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en coaching qu'en psychothérapie ou qu'en management ou en développement personnel. Mais pour répondre vraiment à votre question, oui, on peut pleinement l'utiliser en coaching individuel comme en coaching d'équipe. J'entends les objections complètement légitimes ou les risques complètement pertinents que vous mentionnez, mais ces risques-là, ils ne sont absolument pas spécifiques à cette méthode-là. C'est-à-dire que, quelle que soit la méthode
qu'on utilise en coaching d'équipe, quel que soit l'outil qu'on utilise en coaching d'équipe, on va toujours être face au risque que vous mentionnez à juste titre, qui est on va avoir des réponses différentes. Donc, ce que vous dites est complètement fondé, mais n'est pas plus, pas moins valable pour cette technique-là ou que pour n'importe quelle technique de coaching et notamment de coaching d'équipe. Oui, cette technique, on peut complètement l'utiliser en coaching d'équipe. D'ailleurs, nous, dans le cadre de nos formations en coaching, on la présente aussi bien dans nos formations en coaching individuel qu'en coaching d'équipe. Lorsqu'on l'utilise en coaching d'équipe, on va chercher à chaque fois la convergence. C'est ce que vous mentionnez, ça renvoie justement en systémie à ce qu'on appelle le système pertinent. Lorsqu'on fait du coaching d'équipe, il faut chercher la convergence, l'accord dominant, mais pas la validation par tout le monde, parce que ça n'est jamais le cas. Donc, en l'utilisant en équipe, on va chercher à chaque fois, pour chaque étape, les réponses majoritaires, les réponses convergentes, et il y aura toujours des personnes qui seront en dehors de cette réponse convergente. C'est ce qu'on appelle le système pertinent, qui est, on va dire, un paramètre à toujours utiliser en coaching d'équipe, quelle que soit la technique utilisée. On ne peut jamais mobiliser tout le temps tout le monde et avoir tout le temps des réponses à 100% convergentes. Donc, voilà, Merci beaucoup. on cherche le maximum de convergence et non pas la totalité de la convergence. Merci beaucoup. Merci, Michael. Tu acceptes une autre question? On avance vers la prochaine étape. Peut-être une dernière question et puis après on passe à la dernière étape si vous voulez Il y a bien. Siam qui a la main levée. Siam Azouzi. Oui, je suis là, je suis désolée. Est-ce que vous arrivez à m'entendre parce que je suis dans un aéroport Oui, entre on deux vous vols. entend. Vas-y, vas-y. On n'entend pas les avions, mais on entend un petit Super. Ben, peu. Vas-y bonsoir à toutes rapidement. et à tous. Merci Michael pour cette présentation et pour ce partage. Alors, j'ai une question très très rapide par rapport à l'étape 3. J'ai bien compris que c'était une étape cruciale pour un recadrage du coaché. Cependant, il me semble qu'il y a un risque par rapport au coach d'être dans le jugement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous parlez de l'étape 3 qui est l'empathie. Je Non, vois c'est pas l'empathie. Non. Alors, je me suis trompée de numéro d'étape. C'est Ah, par vous rapport au parlez langage. de l'étape, alors je ne sais pas de quelle étape vous parlez. Est-ce que c'est l'étape 4, quel cadrage, ou l'étape 5, le langage solution? J'ai pas l'écran devant moi. Bon, L'intitulé? je vais répondre globalement. Je ne vois pas, mais peut-être que c'est moi qui ne le vois pas, hein, je ne vois pas Ouais. à une étape ou une autre le risque particulier de jugement. Parce que un jugement de valeur, ça consiste à dire ce que vous faites n'est pas normal ou ce que vous pensez n'est pas normal. On n'est absolument pas sur des idées de ce type-là, à aucune étape de cette méthode-là, notamment pas dans l'étape 5, qui est l'étape de langage solution, ou par exemple avec la normalisation, on va dire, mais ce que vous me racontez là, en fait, c'est le cas de tout le monde. Donc, je ne vois pas le risque. Et Voilà. quand vous dites à quelqu'un, ben, vous êtes stressé, par exemple. Est-ce que on tombe pas dans le jugement? Non. Non? Dire des choses négatives, et alors, il faudrait faire une autre conférence parce que j'ai justement un de mes autres thèmes qui est d'intervention, qui est sur la différence entre le négatif et le jugement de valeur négatif. Dire du négatif, ce n'est pas faire un jugement. On va prendre un exemple. Le rapport que tu m'as rendu est incorrect à 75%. Ça, ce n'est pas un jugement. Ça, c'est un fait négatif ou c'est une évaluation négative. Porter un jugement de valeur, c'est faire une étape de plus qui dit et ça fait de toi une mauvaise personne. On va le prendre, je vais répondre avec l'exemple du stress que vous mentionnez. Dire
vous êtes stressé, c'est énoncer, c'est faire une évaluation de la négativité. C'est pas porter un jugement de valeur. En revanche, si je rajoute, vous êtes stressé et c'est pas normal qu'à votre âge, vous soyez encore stressé, là, ça devient un jugement de valeur. Donc, énoncer un fait négatif concernant une personne et juger négativement cette personne, ce sont deux choses différentes. Merci. J'ai une question, Michael, sur la gestion de temps. J'ai l'impression que ça peut être un peu compliqué en termes de gestion de temps, passer d'étape à une autre, faire une marche arrière, avancer, etc. Non, je pense, enfin, deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, euh, aux étapes 5, 6, 8 et 9, je vous ai énoncé plusieurs gestes verbaux possibles, plusieurs techniques possibles. On ne les fait pas toutes, on n'en choisit qu'une seule à la fois. Deuxième élément de réponse, au début, ça peut nous prendre du temps de faire ça. Quand on a l'habitude, cette méthode, on la déroule en 5 minutes chrono. Donc, on a l'impression, parce qu'il y a une dizaine d'étapes, que c'est long, mais en fait, ça s'enchaîne très vite quand on a l'expérience de la pratiquer. Mais ma réponse, elle n'est pas spécifique à cette technique-là. N'importe quelle technique, au début, quand vous ne la maîtrisez pas, vous la faites doucement. Après, avec l'expérience, vous la déroulez beaucoup plus rapidement. Merci. Je vous demande, les amis, de garder vos questions sur la première Ouais, étape on sur va le passer à chat. la On démonstration. va passer à la démonstration. Merci. Alors, je vais réactiver mon écran. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Oui, parfait. Alors, je vais vous faire une démonstration d'un de nos bots, d'un de nos assistants coach intelligence artificielle qu'on a fabriqué, qu'on a éduqué à être spécialiste de la méthode centrée sur les solutions et les compétences. Cet assistant coach, il s'appelle Focus. Alors, il n'a certainement pas pour fonction de se substituer au coach, de remplacer le coach. Il a une autre fonction, c'est d'être complémentaire du coach. C'est-à-dire que on utilise Focus lorsque, durant une séance, on a travaillé avec le coaché sur la méthode centrée solutions et compétences et que l'on veut que le coaché puisse continuer à s'entraîner jusqu'à la séance suivante à cette méthode centrée solution. Donc, ce n'est pas de la substitution, c'est de l'approfondissement. OK. Alors, on lance la conversation. Vous allez voir que ce bot applique, j'allais dire, au pied de la lettre, la méthode précise que je viens de vous mentionner. Il me salue, il connaît mon prénom parce que je suis logué avec mon prénom. Et il m'explique, il commence à m'expliquer à me réexpliquer que on va travailler sur une difficulté et qu'on travaillait sur cette difficulté avec la méthode centrée sur les solutions et les compétences. Et il termine en me disant, bah, quel est le problème? Donc là, notez qu'en me disant quel est le problème, il fait l'étape 1 du process que je vous ai mentionné. Alors, je vais lui dire, j'ai du mal à ne pas être débordé au travail. OK, là, il analyse ma réponse. On est en coaching professionnel, donc il est en train de vérifier si je parle bien d'une situation professionnelle et non pas personnelle. Il vérifie ça. Vous ne le voyez pas non plus, mais il vérifie si je ne parle pas de quelque chose qui me mettrait en danger moi ou qui mettrait en danger les autres. Dans ce cas-là, il ne va pas valider ma réponse.
Il va vérifier aussi si je ne suis pas en train de lui dire que je veux quitter mon entreprise, parce qu'il ne va surtout pas m'aider à quitter mon entreprise. Voilà. Il vérifie, il analyse ma réponse pour vérifier que le problème que je vais amener est bien cohérent avec le cadre de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire un coaching professionnel. OK. Moi, je viens de lui dire, j'ai du mal à ne pas être débordé au travail. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire l'étape 2. J'ai mentionné et décrit la difficulté. Et là, notez ce qu'il m'écrit, ce qu'il me répond. Je comprends, Mickaël, ce que vous devez ressentir face à cette difficulté. Enfin, je vous laisse lire le premier paragraphe. Qu'est-ce qu'il fait dans ce premier paragraphe? Eh bien, il fait l'étape 3, l'empathie cognitive et émotionnelle. Et ensuite, il continue en disant, durant notre échange, nous en avons déjà parlé, notre but est d'identifier des solutions passées efficaces pour agir plus avant, dès maintenant, en réponse à l'élément professionnel que vous venez de décrire. Il me fait l'étape 4. C'est-à-dire qu'il me dit, on va pas tellement se focaliser sur le problème, on va avant tout se focaliser sur la solution. Il vient de faire l'étape 4. Enfin, il vient de faire l'étape 3 et l'étape 4. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Je tiens à souligner, Mickaël, que la difficulté que vous rencontrez pour gérer la charge de travail est une situation tout à fait normale pour un manager d'équipe. Alors là, il dit que je suis manager d'équipe en recherche et développement en psychologie parce que dans mon profil d'utilisateur, il m'a demandé ma profession, ça vous ne l'avez pas vu, on m'a demandé ma profession et comme profession, j'ai dit je suis manager d'une équipe de recherche et développement en psychologie. Je vous laisse lire le fin de la phrase. Qu'est-ce qu'il vient de faire dans cette étape-là? Il vient de faire l'étape 5, le langage de solution. Et en l'occurrence, il vient de faire le geste de normalisation. Autrement dit, il vient de me dire la difficulté que tu rencontres, c'est une difficulté normale à laquelle tout le monde est confronté. OK? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? OK, Mickaël, on regarde cette difficulté de gestion de la charge de travail. Prenez un moment maintenant pour vous remémorer dans votre secteur professionnel une ancienne solution que vous avez précédemment mise en place ou qui a été précédemment mise en place par une autre personne de votre milieu professionnel pour gérer plus facilement ce type de difficulté ou pour faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas. Je vous laisse lire la suite. Là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire l'étape 6, la recherche de solutions, et en l'occurrence, il vient d'utiliser le geste d'adaptation. C'est-à-dire le geste d'adaptation que j'ai défini tout à l'heure. Il a décidé de faire celui-ci qui consiste à dire qu'est-ce que vous faites pour que ça ne s'aggrave pas? Qu'est-ce que vous faites pour que ça reste malgré tout vivable? Et il me dit, en vous inspirant de cette solution antérieure, quelle action réaliste vous pourriez faire? Alors, je vais lui dire, demander de l'aide à un collègue lorsque je n'y arrive plus. OK, il m'a demandé une solution. Je viens de lui donner une solution. Donc là, il analyse la solution. Vous ne le voyez pas, mais il regarde si c'est bien une solution. Il regarde si cette solution elle est bien cohérente avec le problème et non pas totalement déconnectée du problème. Il regarde si cette solution elle est bien professionnelle et non pas personnelle parce qu'on est en coaching professionnel. Il regarde si cette solution elle ne vise pas à me mettre en danger moi ou à mettre en danger quelqu'un d'autre. Il regarde si cette solution elle ne consiste pas à dire je vais quitter mon employeur et lui faire un procès. Bref, à nouveau, il analyse ma réponse pour voir si elle respecte bien le cadre de notre séance de coaching professionnel.
Il vient de valider, il vient de répondre oui à toutes les questions de vérification que je viens de vous mentionner. Il estime que j'ai effectivement répondu une solution. Donc là, moi, je viens de faire l'étape 7. Hein, j'ai donné une solution. Et là, lui, il vient de faire l'étape 8, la valorisation. Et en l'occurrence, vous voyez, il me fait de l'empowerment. Cela montre votre ouverture à la collaboration et votre volonté de trouver des solutions efficaces. Il fait la valorisation étape 8, et en l'occurrence de l'empowerment. OK, là, je vous laisse lire ce qu'il écrit. Il passe à l'étape 9, opérationnalisation de la solution. Hein, il me dit, pouvez-vous me dire quelle est la toute première petite action concrète que vous pourriez réaliser? Donc là, il utilise le geste que je vous ai défini tout à l'heure, qui est premier pas. Je vais lui répondre. Alors, je vais lui dire, demandez à ma collègue du marketing de me donner un exemple de trame de présentation PowerPoint pour ma nouvelle formation pour la nouvelle formation que nous devons lancer. OK. Il analyse ma réponse. Là, il m'a demandé une action de solution. Il est en train de l'analyser. Est-ce que cette action de solution, elle est bien cohérente avec la solution? Est-ce que c'est bien une application de la solution? Est-ce qu'elle est bien professionnelle et non pas personnelle? Est-ce qu'elle ne me met pas en danger? Est-ce qu'elle ne met pas en danger les autres? Est-ce qu'elle ne consiste pas à me retourner contre mon employeur? Il vient de vérifier tout ça. Et donc là, hein, il me posait là, moi, je viens de répondre, hein, je viens de faire l'étape 10, la réponse. Il a estimé que c'est bien une action de solution que je viens de proposer. Donc, il applique le process, il retourne à l'étape 8 pour faire la valorisation. Notez qu'il est très précis. Hein. Il me dit, merci Mickaël, l'action que vous proposez, il me répète l'action. Semble être une action d'application directe de votre solution antérieure. Il me répète la solution antérieure. Et il me dit, c'est une excellente idée pour faire face à votre difficulté actuelle de gestion de charge de travail. Et il me rappelle mon problème. Et il fait le boulot du coach, c'est-à-dire régulièrement, à chaque étape, de résumer et de rappeler les différents éléments importants à ce stade. OK. Maintenant, il me demande ce que je vais faire. Je vais lui dire, je veux appliquer une autre action à cette même solution. Donc, il va me demander une deuxième action d'application. Donc là, il me dit, pouvez-vous maintenant me donner une action concrète? Donc là, je suis en train de l'analyser. Pouvez-vous maintenant me donner une action concrète que vous pourriez entreprendre pour gérer plus efficacement votre travail? Donc là, il fait bien de l'opérationnalisation de la solution, à nouveau. Alors, je vais lui dire, qu'est-ce que je vais lui dire? Demandez à mon manager de m'assigner un stagiaire qui pourra m'aider au quotidien sur les tâches les plus simples. OK, donc là, il vient de faire une deuxième fois l'étape 9, l'étape d'opérationnalisation de la solution.
Je viens de lui donner une réponse, alors je viens de faire l'étape 10, à nouveau il l'analyse, il considère que c'est bien une bonne action et il me fait à nouveau, du coup il retourne à l'étape 8 de valorisation. Puis là il veut une troisième action, donc il me demande si je veux toujours utiliser, toujours appliquer la solution antérieure ou fabriquer une nouvelle solution. Là je vais lui dire, je veux fabriquer une nouvelle solution antérieure. Enfin, je veux réactiver, pardon, une, une autre solution antérieure. Très bien. Donc là, il retourne à l'étape 6, qui est de recherche de solution. Non, pardon, à l'étape 5, qui est le langage solution. Je vous laisse lire. Là, vous notez que l'étape 5, langage solution, il fait le geste de mise au passé. OK. Là, il passe à l'étape 6, recherche de solution. Je vous laisse découvrir ce qu'il me dit. Vous pouvez noter que l'étape 6, recherche de solution, il fait le geste d'exception. Alors, je vais lui répondre ça. Lorsque je commence à réaliser une tâche complexe qui m'est demandée, faire valider ma piste de solution par mon manager au lieu de tout faire en détail et de devoir tout refaire si cela ne convient pas. Là, il me demande une deuxième solution antérieure. Je viens de lui répondre. Il analyse ma réponse et il a vérifié qu'elle était bien correcte. Donc là, il fait l'étape 8, la valorisation. Et puis là, donc maintenant, il repasse encore à l'étape suivante, l'opérationnalisation de la solution. Vous pouvez noter que là, l'étape 9, opérationnalisation de la solution, il fait la technique du comme si. Notez qu'il est extrêmement rigoureux dans son application du process. Alors, je vais lui dire, faire valider par mon manager l'idée que j'ai eue concernant l'augmentation du nombre de jours de notre formation. Ça, c'est la troisième action de solution que je lui écris. Il est en train de l'analyser, il la vérifie et il la valide. Et donc là, il vient de retourner, il applique toujours très scrupuleusement le process, il vient de retourner à la valorisation, l'étape 8. Et puis, vu qu'on en est à 3 actions de solution, il s'arrête, il considère que c'est suffisant. Et donc, il me propose de synthétiser et de clôturer. Là, il joue son rôle de coach, structuré et structurant. Il me rappelle le problème que j'ai mentionné. Il me rappelle la première ancienne solution que j'ai réactivée. Il me rappelle pour cette première solution les 2 actions que j'ai proposées. Ensuite, il me rappelle la seconde solution, puis l'action que j'ai proposée.
Et il me dit, je vous envoie à l'instant cette synthèse par email. Effectivement, je viens de recevoir à l'instant l'email. Je vous invite à faire valider par votre manager ou coach ce mini plan d'action préalablement à sa réalisation, puis à en débriefer les résultats avec elle ou lui après coup. Séance terminée. Voilà ce que vient de faire Focus, à nouveau en application immédiate du process que je vous ai présenté. Et on peut passer à nouveau à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Michael. Il y avait tout à l'heure Majda qui avait une question en suspens. Nous prendrons deux ou trois autres questions et la parole par la suite sera redistribuée vers Zakia parce qu'elle va faire une annonce sur le membership et notre présidente Manal fera la clôture avec toi. Majda? Oui, merci. Alors, la question, c'était par rapport à tout à l'heure, la dernière étape où il y avait une question fermée. Donc, sincèrement, je suis mal à l'aise par rapport aux questions fermées, puisque en coaching, c'est à éviter. Mais surtout, si après tout ça, ben, le coach il répond non, qu'est-ce qu'on fait à ce stade? Alors, deux choses. Il est pertinent à certains moments d'être dans des questions fermées, notamment dans ce contexte-là, qui est un contexte où le coaché a apporté des solutions potentielles, des actions potentielles. Nous sommes là pour lui dire, bah, est-ce que tu es prêt à passer à l'acte, si je puis dire, parce que la fonction du coaching, comme la fonction des thérapies, du thérapeute, en tout cas en thérapie brève, c'est d'inviter à l'action ici et maintenant, de pousser le bénéficiaire à agir. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait si ça ne fonctionne pas? Mais je vais vous surprendre dans la réponse. Notre rôle, notre pouvoir n'est pas que ça fonctionne. Ça renvoie à la distinction que fait Épictète entre ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, coach, c'est d'incarner authentiquement et avec compétence et avec empathie la posture et les techniques, les outils du coaching. Par exemple, cet outil-là. Donc, mon job à moi, coach, c'est de maîtriser notamment cette technique-là si j'ai envie de l'utiliser et si elle me parle. Maintenant, il appartient au coaché de vouloir ou de ne pas vouloir à ce stade, de pouvoir ou de ne pas pouvoir à ce stade s'approprier cette méthode. Ça lui appartient, c'est sa liberté à lui. Si il ne veut pas, il ne peut pas rentrer dans cette dynamique, eh bien, on réutilisera, par exemple, cette technique une prochaine fois. Et peut-être que ce n'est pas la première fois où on utilise cette technique qu'elle va pouvoir porter ses fruits, mais peut-être la deuxième, la troisième fois. Voilà un élément de réponse à votre question. Mais en tout cas, il n'est pas en notre pouvoir que ça fonctionne. Ça, c'est pas en mon pouvoir, moi, coach. Ça, c'est dans le pouvoir du coaché. Ça lui appartient. À nous de nous mettre en paix avec ça et nous focaliser sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire jouer nos rôles, notre rôle de coach. Au coaché de jouer son rôle et notamment de décider si oui ou non il veut et peut rentrer dans cet outil-là qu'on lui propose, comme dans n'importe quel autre outil. Une autre question? Alors, merci pour la présentation et merci aussi pour l'exercice qui a été fait, donc on va dire, en direct. Moi, ma question, ça serait par rapport à ce qu'aujourd'hui, nous avons une étude, des chiffres ou on va dire, des indicateurs qui montrent que finalement, l'utilisation de cet outil pour le coach s'avère quelque chose de, on va dire, d'efficace vis-à-vis des coachés. Votre question, Et elle porte sur la méthode centrée solutions et compétences. oui, exactement, accouplé à l'outil.
c'est-à-dire la plateforme. Ah, d'accord. OK. Alors, très clairement, non, parce que, comment dire, nous, je dis nous, dans le monde, nous sommes dotés d'intelligence artificielle suffisamment puissante que depuis quelques mois. C'est très récent, le phénomène de l'intelligence artificielle. Enfin, pas le phénomène de l'intelligence artificielle, mais Oui, le fait qu'on commence à avoir des intelligences artificielles tellement puissantes oui, qu'elles peuvent faire des choses aussi complexes que ce que je viens de vous montrer. Donc non, on n'a pas du tout de recul parce que c'est complètement nouveau, ça. Ça, c'est une, on va dire, une technique complètement émergente. Euh, euh, des intelligences artificielles puissantes sur le marché, il y en a depuis un an. Et oui. nous, il nous a fallu plusieurs mois pour l'éduquer, pour qu'elle Mhm. soit capable de faire cette technique-là que je viens de vous présenter. Donc, non, absolument pas, et parce que c'est bien trop récent. Ok, très bien. Et moi, je verrais plus la plateforme comme un outil d'aide au coach par rapport à lui-même. C'est-à-dire que les questions, tellement elles sont très bien posées, la formulation et le fait de structurer et synthétiser, ça pourrait être aussi un outil efficace pour le coach pour qu'il puisse se Alors, rappeler. mais, vous avez entièrement raison. Ça, c'est une autre fonction qui n'est pas une fonction, on va dire, de Oui, coaching, en tout cas au sens où on l'entend exact. spontanément. Euh, Dans le cadre de nos différents programmes de formation, on met à disposition, nous, nos apprenants, on leur met à disposition cette technique. Et effectivement, la première fonction, Oui, c'est que ça leur apprend à appliquer de façon très rigoureuse les process, les techniques, les outils, les méthodes, parce que l'IA, elle est extrêmement rigoureuse et on l'a éduquée, nous, notre pôle recherche et développement dans CRISIP, on a passé plusieurs mois à l'éduquer à oui, appliquer précisément cette technique-là. Donc oui, vous avez raison, ça a une oui, fonction aussi d'apprentissage pour moi, coach, ou pour moi, exact. psychothérapeute, à dérouler un process. Parce Oui, que la psychologie appliquée, notamment le coaching, c'est de l'empathie et de la posture, bien évidemment, à oui, 100%. Mais c'est aussi à 100% de l'application rigoureuse de process. Hein. Coacher et faire de la psychothérapie, comme, enfin, coacher ou faire de la psychothérapie, comme vous le savez, c'est pas juste discuter et être sympa. C'est appliquer des process techniques précis. Et oui, ça nous aide dans ce sens-là, absolument. oui. Bah, merci Nada, beaucoup, Michael. Nada, tu peux y aller. Bonsoir à tous. Merci, Michael. Merci pour cette présentation, pour toute la structure et la richesse du partage. Moi, je vais revenir à tout à l'heure. J'ai une question par rapport à entre l'étape 7 et 8. Et donc, ma question, c'est quand le coaché ou le client nous apporte une réponse et qu'on perçoit que dans cette réponse, elle n'est pas vraiment incarnée, c'est un peu pour nous faire plaisir. D'ailleurs, j'étais sensible au mot. Ce qui a été dit, je lui demande et il nous donne. Et la réponse que vous m'apportez, est-ce que là, ma question, est-ce qu'on prend le temps de questionner cela, de le dénoncer en quelque sorte dans le cadre d'une collaboration étant authentique, ou est-ce qu'il serait aussi possible de le voir et de laisser faire et de se dire, il est en train de faire comme si, et on verra ce que ça donne. Euh, ok, merci pour cette question, Nada. Alors, on va dire, la méthode ne parle pas de ce que vous pointez là maintenant, Nada. En revanche, la question se pose complètement effectivement. Et finalement, il y a deux stratégies. Hein, c'est-à-dire que si moi, coach, j'ai l'impression que la réponse n'est pas authentique ou qu'elle est là pour me faire plaisir, la première stratégie, c'est, comme vous l'avez dit, de confronter, de challenger. Est-ce que vraiment vous y croyez? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous seriez prêt à appliquer ça? Première stratégie que vous avez énoncée. Deuxième stratégie possible, se dire, mais finalement, c'est pas complètement authentique, c'est pas complètement approprié ce qu'il me dit, mais c'est un premier pas vers le changement
et c'est déjà quelque chose, donc je vais le valider. Deuxième stratégie que vous avez mentionné, Nada. Donc oui, les deux stratégies sont pertinentes et du coup, les deux sont peut-être à tester avec un coaché donné lorsque, comme vous l'indiquez, on est dans une situation où on a l'impression que la réponse n'est pas vraiment appropriée. Quand je dis appropriée, je veux dire, il ne sait pas approprier cette réponse, lui, le coaché. Oui, les deux me semblent possibles et pertinents. Merci. Nous abordons le moment de clôture. Je vais laisser les amis du bureau, Mounia, Zakia et Manel qui dira le mot de la fin. Euh, Bien sûr, tu auras aussi, Michael, le mot de la fin. Bah, écoute, moi, juste, je veux dire bienvenue aux non-membres, ceux qui ne sont pas encore membres ICF, vous êtes les bienvenus. Je suis la porte d'entrée, l'ambassadrice d'ICF. Je suis à votre écoute. Et voilà, donc vous pouvez me contacter et on en discutera de vive voix. Je passe la main à Monia. Ok, merci Michael. Merci à tous pour votre présence et n'hésitez pas à consulter nos newsletters. Donc, la première a été publiée, la prochaine est en route. Donc, restez toujours en attente et n'hésitez pas à parcourir. Il y a beaucoup d'informations, tout est repris, toutes nos activités sont reprises dans nos newsletters. Et bien sûr, nous allons bientôt lancer une surveille aussi. Et donc, à très bientôt. Merci. À bientôt. Nous allons le mardi prochain. Nous reprenons sur la certification ICF qui sera animée par Amal Hihi. À toi la main, Manel, et avec Michael pour la fin. Merci, merci infiniment. Merci au bureau. Merci Mustafa pour ton leadership et ton mentorat qui nous ressource tous les jours. Et à toute la commission professionnalisation, un grand merci aussi à Michael et à Nada. Merci Nada de nous avoir permis en fait de prendre contact avec Michael. Alors, ce soir, honnêtement, avec beaucoup de plaisir, j'ai pris conscience de trois aspects qui, on va dire, schématisent la beauté de notre métier que nous vivons, je pense, dans notre association comme une mission de vie plus qu'un métier. D'abord, notre zone de compétence à travers cette formation continue, cette quête de savoir et de cette curiosité par rapport, et ouverture par rapport à tous les outils qui concernent l'humain. Notre zone d'intervention à travers le respect justement des périmètres clairs entre les thérapies, plutôt le coaching et les métiers connexes, mais aussi les synergies qui sont possibles et comment est-ce qu'il est toujours intéressant pour un coach d'être initié aux bases de la psychologie, les neurosciences et tout ce qui est fondamentaux des thérapies brèves. Mais surtout, je voudrais insister sur notre zone de responsabilité en tant que coach et parfois aussi thérapeute ou praticien de la relation d'aide, sur cette recherche de la contribution à l'intelligence collective. Et je pense que c'est ce que nous faisons quelque part, chacun de nous, tous les jours, pour justement rester centré sur l'humain, parce que finalement, le coaching, c'est nous. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Le coaching, c'est nous. ICF Maroc, c'est nous, c'est vous. Nous sommes à votre service et nous comptons surtout sur en plus de votre engagement, parce que je vois quand même aujourd'hui, on a battu le record avec 34 personnes. Donc, je compte ainsi que tout le bureau sur votre engagement, sur votre confiance. On voudrait bien la garder et on voudrait vous voir encore plus nombreux et plus fidèles aux prochains événements. On se donne rendez-vous donc le 20 février avec Amel Hihi en continuant notre chemin de la professionnalisation et de la promotion du coaching professionnel. Merci beaucoup et très bonne soirée à tous. Alors, peut-être un mot de la fin à Michael. Ok, écoutez, merci. Deux choses à vous dire. Premièrement, si cette technique vous parle, vous avez une fiche outil qui normalement vous a été distribuée. Vous pouvez commencer à la tester.
à la Oui. pratiquer et voir si cette technique vous parle. Deuxième élément, un intérêt de cette technique, c'est qu'elle se plug à toutes les autres techniques. C'est-à-dire toutes les autres techniques, elles visent toujours à nous faire faire quelque chose. Cette chose, elle va être prescrite en interséance. Eh bien, la méthode centrée solution et compétences, c'est un outil puissant pour débriefer la prescription. Une erreur du jeune praticien, lorsqu'il débriefe une prescription interséance, c'est de dire, est-ce que ça a fonctionné? Il ne faut surtout pas dire ça. Si vous dites, est-ce que ça a fonctionné? Vous tendez le bâton pour vous faire battre. Parce que le coaché, il va jouer son rôle de coaché, il va vous dire, non, ça n'a pas fonctionné, voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné, voilà pourquoi ça ne fonctionnera pas. Cette méthode, à nouveau emblématique de la psychologie positive, elle focalise l'attention sur ce qui, malgré tout, a commencé à fonctionner. Merci à tous pour votre écoute et merci pour votre accueil. Merci, Michael. Merci à tous Merci à et tous les à la prochaine. organisateurs pour leur accueil bienveillant. Et merci à Merci nouveau à à Nathan. tous. Merci à tous. Très bonne soirée. Bonne soirée à Merci Merci à à tous. Bonne Estelle. soirée. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée à soirée. tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye. بارك الله على منال. الله يحفظك يا سي مصطفى، تبارك الله عليك.